Laurence Hervé-Bory, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une personne reconnue pour être très active dans la vie sociale et culturelle locale dans la région du Mans et en particulier à Saint-James-sur-Sarthe. Vous êtes fréquemment citée dans la presse locale comme présidente de l'association des forgerons d'Antoigné et vous êtes une passionnée par le patrimoine local. Tout à fait. Accompagnée par votre équipe de bénévoles, vous organisez des événements comme les Journées du patrimoine, des présentations de films et des témoignages de nombreuses expositions photos et qui sont souvent accompagnées de maquettes explicatives. Vous êtes aussi une poète reconnue, récompensée de plusieurs médailles d'or, d'argent, et vous avez obtenu le premier prix des Pays de Loire et un premier prix sur sujet imposé. Eh bien, voilà un curriculum vitae bien enrichi. Félicitations. Merci. Alors, si vous êtes aussi aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre très documenté qui s'appelle « Au gré de ma plume, le village qui m'a vu naître », Saint-James-sur-Sarthe, qui retrace votre vie, celle de l'usine Chappé, les conditions de vie, les conditions de travail de l'époque et la création des cités ouvrières. Pourquoi avoir écrit ce livre, Laurence? Eh bien, tout simplement parce que pour moi c'est très important. Si la fonderie elle a fait vivre Saint-James, elle a fait vivre ma famille, mon mari, voilà, toute la famille. Et il fallait absolument que je laisse des traces de ça, puisque l'usine a fermé en 85, donc pour ne pas oublier. Et comment étaient les conditions de vie à l'époque? Vous étiez dans une petite maison, parce que ça a beaucoup évolué, je crois. Voilà, mes parents se sont mariés en 51, donc ont habité les fameuses casernes rue Chappé, juste avant d'entrer dans l'usine. Ces maisons ont été construites au tout début pour des célibataires, et puis en fin de compte, des couples se sont vus attribuer un petit logement par là, et ça a été le cas de mes parents. Donc moi je suis née en 53, de 53 à 1960, j'étais dans ce logement. Et voilà, c'était pas grand, mais pour un couple avec un enfant, ça suffisait. Et puis, par contre, il n'y avait pas les commodités. Les commodités étaient à l'extérieur, l'eau n'était pas encore au robinet, donc il fallait aller chercher l'eau à la pompe. Voilà. Mais la cité, elle n'existait pas encore à l'époque, parce que c'est Chappé qui a créé la cité afin d'accueillir tous les, voilà. les Alors, employés. oui, donc les casernes en premier, vers 1915, et quasiment en même temps, les cités ouvrières, celles qui sont route de Saint-Jean-d'Assé, qu'on appelle les cités des douches, et puis ensuite, route de Souillé, les cités de Souillé. Donc là, c'était vraiment, c'était un peu plus grand. Il y avait un jardin, donc l'ouvrier pouvait faire son potager. Chappé avait tout fait pour justement que la famille puisse vivre en autarcie. Voilà, il y avait la pompe pour avoir l'eau. L'eau du robinet, ça y est, elle était arrivée, mais il y avait donc dans ce potager, il y avait des arbres fruitiers que Chappé avait plantés. Il y avait tant de pommiers, tant de poiriers, voilà, chaque jardin avait ses propres arbres. C'était une petite ville dans la grande ville. Voilà. Oui, parce qu'après il a instauré les mairies, l'hôpital, voilà. La pharmacie, tout ça. On en parlera après ça. Ouais. Mais alors une question qui m'interpelle, pourquoi Antoigné? Parce qu'en fait ici on est à Saint-James. Alors Antoigné, c'est venu du romain à l'époque de l'invasion romaine. Il y a eu Antonicus, qui était un soldat romain, qui est arrivé le long de la rivière. Il y a eu un passage à gué, et donc là ils ont fait un campement, et donc c'est là qu'est née la forge. Il fallait forger, donc voilà. Antonicus a donné le nom d'Antoigné. D'accord, mais il y avait un château avant? Alors le château, lui, a été construit bien après, puisqu'il a été construit dans les années 1840, je crois, sur le domaine d'Antoigné, qui était très vaste, hein, le domaine d'Antoigné. C'était pas uniquement que l'usine, c'était la forêt, ça allait jusqu'à la mer Sidieu, enfin le Carmel. Donc voilà, il y a eu le château. Malheureusement, celui-ci a été miné en 8 août 1944 par les Allemands.
Et la petite femme de ménage qui est arrivée, en ouvrant la porte, ça a explosé. Voilà. Donc elle a été simplement blessée, mais bon, voilà, il n'y a plus de château. Il n'y avait plus de château. Il n'y a plus de château, et Madame Chappé, dans le livre de son mari, à la fin, elle met que financièrement, c'était pas facile de reconstruire. Donc avec ces pierres du château, Oui. ils ont fait le A, que l'on voit sur la route de Saint-Jean-d'Assé, Ah oui. dans le parc d'Antoigné. En mémoire, en fait. Voilà, c'est un édifice, mais c'est un monument. Hein. Alors, expliquez-nous un petit peu et parlez-nous des activités de la fonderie, parce que Chappé, c'est un nom quand même qui est reconnu. Oui. Alors, en quoi est-ce que ça a été novateur? Qu'est-ce qu'il Très fabriquait? innovateur. Donc il y a eu beaucoup de production. Je reprends une citation des ouvriers d'Antoigné. À Antoigné, chez Chappé, on a fait de tout. Ces bons hommes, ils avaient raison, parce que c'est passé par les matériels de l'agriculture, c'est-à-dire des auges à cochons. Pour la ménagère, ça a été le fer à repasser, la cuisinière, les marmites, il y a eu la pompe à eau, il y a eu... Et tout ça, ça n'existait pas avant, tous ces produits-là, ces articles n'existaient pas avant? Non, voilà, c'était fabriqué donc à Antoigné et également à Port-Brouillé, l'autre usine jumelle d'Antoigné. Chappé avait acheté là-bas à Port-Brouillé. Donc ces deux usines fabriquaient ce matériel. D'accord. Mais alors, comment ils se fournissaient en matière première? La matière première, donc c'était de la vieille fonte qui, au départ, c'était en France, mais ça est devenu un peu plus compliqué, donc il la faisait venir d'Angleterre. Donc ça arrivait, comme Chappé avait réussi avec les hommes des chemins de fer à établir une voie ferrée qui allait d'Antoigné à Montbiseau. Donc ils ont fait un dépôt, le dépôt de Montbiseau, le dépôt de la gare. Et donc le train passait, Antoigné-Montbiseau. Quand il est arrivé à Montbiseau, il remplissait ses wagons de vieille fonte, qu'il amenait à l'usine pour les tubilots pour faire fondre. Et ensuite, le train ne repartait pas à vide, il repartait avec les objets fabriqués, entre autres les radiateurs. D'accord, c'était toute une Les radiateurs, c'était en organisation. 1923. D'accord. À l'époque, les trains, c'était pas des trains comme on... Ah ben non, c'était les trains à vapeur. Alors il y en a un, le premier c'était la foule tourte, qu'on appelait, on lui a donné un nom, la bouille. Je ne sais pas qui a donné ce nom, mais bon voilà, c'était la bouille. Ensuite, après, il y a eu le locotracteur. Alors j'avoue que quand on était dans les casernes, j'avais très peur quand il passait devant la maison. Et je me faufilais vite fait dans les jupons de maman. Donc c'était quand même une grosse activité à Chappé. Donc le 3-8, il existait déjà? Ça existait, oui, tout à fait. Il y a eu les 3-8. Oui, il fallait bien que les équipes tournent. Puis il y avait 2 cubilots, donc il y en a un qui était éteint la journée. Le lendemain, il repartait. Il fallait pour le nettoyer, pour le refaire. Voilà. Et du coup, les débris étaient stockés. C'était pas recyclé à l'époque? Comment ils faisaient Non, c'était donc le laitier, donc les loupes qu'on appelle qui tombaient du cubilot, elles étaient transportées sur un terrain vague. Et c'était d'ailleurs le terrain de jeu des enfants, parce que les pierres de laitier, elles ont des belles couleurs bleues. Donc, nous, les filles, c'était des bijoux, quoi. Mais souvent, quand on se promène le long de la Sarthe, on voit de la terre noire, c'est ça? Alors ça, c'est le sable noir de fonderie. Quand ça était brûlé, voilà, c'était le sable. Mais bon, ça, oui, on faisait du... D'accord. Alors on appelait ça la terrasse, le terrain où c'était déversé ces débris, le laitier et le sable noir. Alors ça, c'était les petits camions. Au début, c'était même les chevaux. Les chevaux avec les carrioles qu'ils emmenaient ça. Après, ça a été les camions de l'usine. Alors, pardon, les activités étaient quand même dangereuses quand même. Le travail était dangereux, je veux dire, parce que c'était quand même de la chaleur. C'était de la chaleur. La fonte, c'était 1200 degrés. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà des règles de sécurité à l'époque? Certainement. Ça existait? Oui, ça existait. Hein. Bon, moi, la chose que je me souviens que la famille me disait, à l'époque, les chaussures de sécurité n'existaient pas, c'était les sabots. Parce que quand il y avait de la fonte qui tombait dans le sabot, l'ouvrier balançait son sabot, il n'était pas brûlé.
Alors Ah que oui. maintenant, les Mmh. chaussures de sécurité, le temps d'enlever les lacets, la personne est brûlée. Je comprends bien, je comprends. Est-ce qu'il y a des articles qui étaient fabriqués à l'époque et qui sont encore d'actualité en 2026, enfin 2025-2026? Ah bah, oui, Parce que- il y a des chaudières, des radiateurs. Ce n'est plus fabriqué à Antoigné puisque c'est fermé, mais il y a toujours la marque Chappé qui est dans la région parisienne. Ah, Donc l'enseigne existe toujours. wow, c'est une entreprise française qui est perdue. Ah, tout à fait, oui. Bien. Et en quoi Chappé a encore été novateur dans la qualité de vie des, Ah, le des habitants? ouais, le paternalisme. Voilà. Donc il a apporté, bon, comme on a dit, les cités ouvrières, donc l'habitat. Il y avait le Noël, donc à la fin de l'année, les ouvriers allaient chercher, enfin tout du moins les enfants, allaient avec leurs parents chercher le jouet. Il y avait une séance de cinéma, puisqu'il y avait une salle de cinéma qu'il avait créée. Quand même. Donc on avait notre dessin animé. Et après, à la cantine, enfin c'était le garage des tramways à l'époque, ensuite la cantine des ouvriers, on allait boire notre petit chocolat avec la petite brioche. Oh, que des bons souvenirs, ça Ah sent bah bon c'était- ça. ah, ça sent bon ça, oui, tout à fait. Et puis, donc il y avait le Noël, il y avait la baignade le long de la rivière, il y avait la salle des fêtes, il a fait des équipes, enfin des troupes de théâtre, la musique, La mairie, la mairie, les nous en parlez. écoles. Voilà, les écoles en 1900, ça a commencé en 1913-1915, et puis bon, avec la guerre, ça s'est un peu éternisé. On va citer. Le docteur aussi. Alors, le la docteur, pharmacie. voilà, il y a la maison du docteur qui est dans le bourg, la rue principale. Il avait construit cette belle bâtisse. Et donc, le médecin, lui, était là, mais la pharmacie aussi. Donc, c'était une seule pièce. Hein. Moi, je me souviens, voilà, il y avait un rideau qui séparait la salle d'attente et puis le cabinet. Il y avait deux dames. Mademoiselle Jeanne Desguerrets, qui elle était préparatrice en pharmacie, donc qui s'occupait des médicaments. Et puis Madame Émig, qui elle faisait les analyses d'urine, qui était l'assistante du docteur Loupi. Tout était centralisé en fait. Tout était centralisé. Bon, le secret professionnel, Oui. bon, c'était pas trop de rigueur à l'époque. Les gens étaient peut-être moins aussi exigeants. Mais voilà, moi je jouais avec les boîtes de médicaments, hein, donc quand elles étaient vides. Oui, heureusement. Et il n'y avait pas un hôpital? Alors l'hôpital, Oui, donc là c'est Madame Depuisard qui avait fait un don à Monsieur Chappé en disant je vous donne cet argent mais vous me construisez un hôpital. Alors cet hôpital en 1884 je crois, si mes souvenirs sont bons, est devenu maison de retraite mais également maternité. Ah, pas une grosse, Ah, hein, bah 4 oui, lits. Ah, bah c'est suffisant. Hein. Quand Voilà, il y avait et déjà c'est- beaucoup de monde hein, à l'époque. Voilà, et c'est là que je suis née, dans cet hôpital. Et parlez-nous de l'apprentissage. Il n'a pas créé, il a créé, je crois, une école Alors, il y avait d'apprentissage. également, puisqu'en 1892, avec la loi que les enfants pouvaient entrer en usine, soit en production ou en apprentissage, donc il y a eu une école d'apprentissage dont mon papa a été maître, enfin formateur dans cette école. Il y formait les tourneurs, fraiseurs, ajusteurs et il enseignait la technologie. Alors, il y avait également un professeur de maths, français, dessin, électricité. Oui. Voilà. Donc l'ouvrier, quand il sortait de son apprentissage, était capable d'aller travailler dans un atelier suivant la formation qu'il avait choisie. Voilà. Mais c'est bien parce que tout était centré, il n'y avait pas de problème de transport en commun, Ah, d'aller bah d'un non, endroit à l'autre, voilà, tout tout à était fait. centré. Alors tout le monde devait vraiment se connaître. Ah, c'était... Oui, tout le monde connaissait la vie de son voisin. C'était beaucoup plus convivial. C'est vrai que maintenant... Bon, Enfin, il y en avait un qui faisait une bêtise, tout le monde le savait aussi. Hein. tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dans les cités de Souillé, si les gens regardent bien, il y a une grande maison au milieu. Et c'était la maison du cadre. Et donc, le lundi, le cadre donnait le compte-rendu
au patron à l'usine de ce qui s'était passé pendant le week-end. Voilà, mais voilà, c'était ça. Ah super, ça c'est une belle anecdote. Alors on va changer de sujet. Vous allez nous parler un petit peu de votre livre et surtout ce qui est intéressant, ce sont toutes les cartes, les photos que vous avez récoltées. Comment avez-vous fait? Alors, il y a des cartes postales, des photos qui sont un héritage de la famille, hein, c'est de mes ancêtres, collection personnelle on va dire. Bon, il y a peut-être des images qui sont ce qu'on appelle images de courtoisie, c'est-à-dire qu'on me les a prêtées, j'ai scanné, voilà. Et puis au niveau illustration, il y a des dessins personnels et puis pareil, images de courtoisie. D'accord. Voilà. Donc en fait, à travers ce livre, vous faites vraiment vivre aussi, vous témoignez pour l'association que vous avez créée. En fait. Tout à fait, oui. C'est vraiment nous, ce qu'on veut, c'est justement faire connaître aux gens ce que nos ancêtres ont vécu, ce qui n'a pas toujours été rose, parce que c'était des travaux à l'usine très durs. Mais voilà, nous, il faut que les jeunes ils sachent ce qui s'est passé avant. Il faut toujours savoir d'où on vient. Bien sûr. Pour pouvoir donc continuer. Toutes ces cartes postales, en fait, c'est aussi un travail de commun aussi que vous avez pu réunir avec des bénévoles. Parlez-nous un petit peu de l'association, brièvement. Brièvement, bien tout simplement, les forgerons, on est un groupe de Saint-Jamois, hein, puis on est tous nés à Saint-James, bon, pas un, mais bon, voilà, et la lame saint-jamoise. Et donc, chacun, on avait des collections personnelles, donc on les a rassemblées, et puis ben voilà. Ah oui, super. Alors, vous avez combien d'adhérents dans votre association? Nous sommes 6 membres, et là, nous sommes arrivés à 70 adhérents. Ah, elle existe depuis combien de temps, votre association? Alors, elle a été créée le 29 juillet 2022. Ah, elle est récente. Elle est toute récente. En pleine évolution. Un petit bébé. Oui, un petit bébé, oui, c'est ça. Ah, félicitations. Merci. Alors, vous avez de nombreuses qualités que j'ai citées au début, et votre livre est richement aussi fourni en poèmes. Alors, comment vous êtes venu au poème? Comment avez-vous trouvé cette inspiration? J'ai toujours aimé écrire et dessiner quand j'étais enfant. Voilà. C'est vrai que papa aimait également dessiner et écrire. Il fallait que je mette des mots. Et puis il y a une petite phrase que j'aime bien. J'ai dit jouer avec les mots pour adoucir les mots de la vie. Ah, c'est joli. Et d'où... Alors les mots, oui, bien sûr. Voilà. Et d'où est-ce que vous puisez toutes vos inspirations? C'est des moments d'émotion suivant ce que j'ai rencontré. Ça peut être triste, ça peut être gai, ça peut... Voilà, j'ai vu un oiseau, voilà, j'aligne les mots. Et puis... Lorsque vous écrivez, vous avez une ligne directive sur la composition des strophes? Voilà, simplement des rimes. Ah, que des rimes, d'accord. Pour quelques ans, j'ai fait des strophes, mais je ne travaille pas avec les pieds, enfin, voilà, non, c'est les rimes. C'est vraiment à l'émotion et au feeling. L'émotion. Oh, ouais. Je fais attention à la rime, mais voilà. Ça nous ferait plaisir si vous nous lisiez un de vos poèmes. Eh bien, j'allais vous le proposer, Furig. Parfait. Alors, allez-y, nous vous écoutons. Silence. Alors, j'ai choisi Évasion. Très bien. On vous écoute. Évasion. Regardez les arbres avec leurs bras tendus, à tous les oiseaux des rues. Écoutez l'eau du ruisseau qui court sous le nez des roseaux. Évasion. Admirez la splendeur d'une rose dans le matin, encore à peine éclose. Levez les yeux vers le ciel et suivre un vol d'hirondelles. Évasion. Soirée poésie et guitare près d'un feu de cheminée, poèmes et chansons d'amour ou d'amitié se laissent bercer par les notes et les mots, puis répondre à leur écho. Évasion. Observez la lune à l'allure d'une blonde, puis les étoiles, diamants dans la nuit profonde. Assister le soleil à son lever, à son coucher, par ses rayons se laisser caresser. Évasion.
s'imprégner du va-et-vient des vagues sur le sable, où joue l'enfant dans son château instable. Écouter son cœur battre la chamade au rythme des 4 saisons, s'arrêter sur le bord du monde et rêver simplement d'évasion. Oh, que c'est joli. Félicitations. Merci. Merci Laurence Hervé Bourri d'être venue et d'avoir clôturé cet entretien par ce joli poème. Ben, merci à vous. Merci beaucoup pour cet ça fait entretien. C'était un plaisir. C'est Plaisir partagé. réciproque. Plaisir partagé, tout à fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir et merci Merci. beaucoup. Au revoir.